Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur cet atelier, donc éviter le dépôt de bilan, qui est à destination de tous les chefs d'entreprise, quelle que soit votre structure. Le maître mot de cet atelier, c'est vraiment l'anticipation. C'est le mot qui va circuler pendant tout le temps où on sera ensemble. Anticiper, c'est évidemment éviter le dépôt de bilan, c'est d'abord anticiper les difficultés à venir par la mise en place d'alertes internes, externes, qui sont destinées à vous protéger en amont, afin de pouvoir réagir au plus vite, ce qu'on appelle souvent rebondir en fait. C'est anticiper au sens au plus large, dans ses prévisions d'impayés, dans son chiffre d'affaires, dans ses besoins en ressources humaines, de développement, de trésorerie. On verra plus tard, mais c'est vrai que si vous allez voir la banque alors que vous n'avez déjà plus d'argent, bon, voilà, ça sera un peu plus compliqué. Donc, il faut vraiment anticiper. C'est aussi anticiper des difficultés qui sont prévisibles ou avérées, rebondir grâce à l'ouverture de procédures dites amiables, des procédures de mandat ad hoc ou de conciliation sous l'égide du président du tribunal. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est avant tout de vous donner le bon réflexe pour éviter évidemment l'ouverture d'un redressement judiciaire ou pire d'une liquidation judiciaire, sans que cela évidemment soit forcément perçu comme un échec. Ce n'est pas le cas, mais l'objectif, c'est d'éviter que vous en arriviez là. Parce que quand vous êtes en redressement judiciaire, votre image, l'image de la société est quand même un petit peu abîmée vis-à-vis de vos créanciers et vos partenaires. L'objectif, c'est aussi donc de vous rassurer, rien n'est perdu. Il existe un panel d'actions à mettre en place avec votre avocat et d'autres partenaires, nous en parlerons. Voilà, donc il y a des solutions à tout. Il faut absolument éviter par contre de faire l'autruche, on le verra tout à l'heure. Et enfin, il y a un objectif général dans cette première édition des avocats de prennent la défense, c'est de dépoussiérer l'image de l'avocat qu'on voit avec sa robe qui traîne dans les salles d'audience. Non, l'avocat, c'est un chef d'entreprise avant tout comme vous. Et donc, il se veut de proximité, réactif et accessible. Donc, parmi moi, sur l'atelier, nous avons donc Alix Baudou. Alors, je ne sais pas si vous voulez vous présenter maintenant ou quand vous prendrez la parole. Peut-être rapidement maintenant. Donc, Alix Baudou, donc, je suis la responsable du centre d'affaires des Hauts-de-Seine, qui comprend donc 2 centres de profit, un à La Défense et un à Boulogne. Et donc, on gère des entreprises entre des petites entreprises jusqu'à des grandes ETI. Et donc, on est là pour accompagner nos clients dans les bons moments comme dans les moments plus en difficulté. Ah, pardon, on ne m'entend pas bien. Voilà. Et donc, on a des chargés d'affaires et des attachés commerciaux qui nous permettent donc de gérer nos entreprises de façon à proximité. Donc, on est là pour eux au jour le jour en fonction des problématiques de l'entreprise. Voilà. Alors, Monsieur Boucli, donc ancien juge consulaire. Francis Boucli, je suis président du CIP, Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. Et je vous présenterai tout à l'heure le CIP, donc je me réserve pour la suite. Qui est ancien juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Et monsieur Jean-Jacques Bonafou, qui est également ancien juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Je vous laisse vous présenter. Oui, j'ai passé 14 ans au tribunal de commerce de Nanterre, dans le contentieux et aussi dans les procédures collectives. Actuellement, je suis conseiller au MEDEF des Hauts-de-Seine et accessoirement aussi, je suis membre du CIP que Francis Boucli préside. Merci. De toute façon, vous allez avoir l'occasion de développer ensuite tout à l'heure. Donc, l'atelier va se dérouler. On va vous expliquer les différentes étapes de l'anticipation. En tout cas, l'anticipation, c'est agir, être en alerte permanente. Parce que si l'alerte ne vient pas de vous en interne, elle va venir de l'extérieur. Et donc, pour cela, il vous faut absolument anticiper par la gestion d'outils internes, tenir des reportings, avoir une comptabilité quotidienne rigoureuse et mettre en place des tableaux de reporting, des prévisionnels de trésorerie, des prévisionnels d'exploitation, le suivi aussi du compte client, c'est indispensable. Donc si vous ne le faites pas, les alertes vont venir de l'extérieur. Il y a des alertes de droit. Donc en interne, vous avez notamment l'alerte du commissaire aux comptes, donc pour les sociétés où c'est obligatoire ou facultatif. Donc le commissaire aux comptes est obligatoire pour les sociétés si elles dépassent au moins 2 seuils sur 3, un bilan de 4 millions d'euros, chiffre d'affaires de 8 millions et 50 salariés.
Donc le commissaire aux comptes, en fait, il va alerter le dirigeant lorsqu'il va relever des faits qui compromettent la continuité de l'activité. Et s'il constate que les mesures mises en place par le dirigeant qui a été alerté ne sont pas suffisantes, il va alors saisir le président du tribunal de commerce. Vous avez une autre alerte interne qui est celle du CSE, donc le Conseil social économique, c'est-à-dire vos salariés, comité donc, qui est en place à partir de 11 salariés dans une entreprise. Et alors le CSE, lui, il va alerter lorsqu'il aura connaissance de faits pouvant affecter la situation économique de l'entreprise. Il va donc pouvoir demander des explications à l'employeur. Il pourra se faire assister d'un expert comptable et il pourra effectivement déposer un rapport au commissaire aux comptes qui, à nouveau, pourra saisir le président du tribunal. Et puis, vous avez en interne les alertes par les associés ou vos actionnaires qui vous alerteront dès lors qu'il y aura des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité. Et qui, de la même manière, s'il n'est pas de réponse à leurs questions, pourront informer le commissaire aux comptes qui saisira le président du tribunal de commerce. Donc l'alerte externe, justement, c'est celle du président du tribunal de commerce lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. En pratique, il est alerté par les éléments qui sont communiqués, publiés sur le registre d'inscription au greffe. Si vos comptes ne sont pas déposés, s'il y a des nantissements qui sont inscrits, il va à ce moment-là convoquer le dirigeant. Ce n'est pas une convocation obligatoire. Et si le président n'est pas satisfait, il pourra, dans ce cas, informer le ministère public qui, lui, pourra solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Je ne sais pas si vous voulez rapidement parler de cette alerte, si vous avez un cas d'illustration particulière. Enfin bon, voilà, donc c'est jamais très agréable de se faire alerter par les autres et d'être convoqué par le président. Donc il faut vraiment penser à mettre vos alertes internes, vos tableaux de reporting. Alors je crois que vous vouliez parler un petit peu... Alors, nous, les banques, en fait, on vous gère au jour le jour puisqu'on voit chaque jour les flux passer sur le compte. Donc, on est vraiment en première ligne. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est anticiper. Anticiper, c'est avoir plusieurs banques. C'est important. Souvent, on dit on veut qu'une banque, mais parce que ça coûte moins cher, je vous conseille, c'est comme un fournisseur, c'est comme des clients. Il faut plusieurs banques. Parce que dans les moments difficiles, c'est plus simple d'avoir deux banques que d'avoir une banque. Autant de l'économie Internet, on a aussi, on rencontre des entreprises qui n'ont que des banques, entre guillemets, Internet. Ayez au moins une banque traditionnelle. Parce que là, on le voit, par exemple, avec le PGE, on en reparlera tout à l'heure. Les banques Internet ne font pas de PGE. Ça a posé beaucoup de problèmes pendant les derniers mois. Et elles n'offrent pas du tout des conseils, je dirais, de proximité que nous, on va vous proposer. Utilisez les bons financements pour les bons besoins. On voit trop souvent encore des entreprises qui financent leurs besoins moyen terme avec des financements court terme. Ça entraîne des déséquilibres dans les bilans et dans vos besoins de trésorerie. Donc, ayez vraiment un recul là-dessus et suivez les conseils de vos banquiers, même si parfois on peut ne pas être d'accord. J'ajouterais, et je pense que c'est une des choses fondamentales, et Ludivine le disait, sachez vous entourer d'experts comptables, de conseils. Je sais que ce n'est pas facile parce que vous avez souvent des structures qui sont à faible... Vous n'êtes pas nombreux. Il faut absolument que vous arriviez à faire entre guillemets, des petits tableaux de contrôle de gestion, de suivi, des suivis de trésorerie pour savoir où vous allez. Parce que souvent, vous avez la tête dans le guidon et puis finalement, les difficultés arrivent et vous ne les voyez pas. Et souvent, il n'est jamais trop tard.
mais vous auriez pu faire autrement. Et ça, c'est vraiment un des points importants qu'on peut constater. Et enfin, un des points fondamentaux, c'est anticiper vos créances clients. Faites de la relance client. Ne laissez pas gonfler vos postes clients parce que vous avez besoin de trésorerie. Et si votre poste client gonfle trop, et ben la trésorerie ne rentre pas. Il y a aussi un point important, c'est les impayés clients. Ayez toujours à l'esprit que vos clients peuvent vous planter. Ça, c'est indéniable. Et prenez toujours des informations sur vos clients. Et donc ça passe par aussi l'assurance client, qui est trop souvent, moi j'entends trop souvent, on me dit c'est trop cher. Il faut savoir un petit peu investir sur un expert comptable, un avocat bien évidemment, et ça c'est très important, pour bien s'entourer et aller et anticiper les problèmes. Voilà. Et pour finir, je ne sais pas si vous avez travaillé, vous avez eu recours. Donc là, ces derniers mois, donc on a mis en place en masse des PGE. Il est encore temps d'en mettre en place puisque jusqu'au 31/12, vous avez la possibilité d'aller voir vos banques pour mettre en place des PGE pour soutenir votre trésorerie. Si l'activité baisse ou vous avez des problématiques de BFR, c'est important. Je ne sais pas s'il y a des restaurateurs dans la salle, mais il y a encore des reports de prêts. Toutes les banques ont reporté 6 mois les échéances de prêts. Vous pouvez encore les reporter pour 6 mois sur tous les métiers de la restauration, de l'hôtellerie et de la communication et des médias. Voilà. Donc ça, c'est des éléments importants. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous demandez à vos clients pour soutenir un PGE? Alors, c'est une bonne question. BPI et l'État nous a confié la mise en place des PGE pour s'assurer en fait que l'entreprise, parce que le PGE, ça reste un prêt. Et un prêt, il va falloir le rembourser. Donc, on va avoir besoin de vos bilans, au moins celui de 2019. Aujourd'hui, on est au mois d'octobre, donc normalement, toutes les entreprises ont un bilan 2019. Un BP pour nous assurer que ça va aller mieux, que la reprise du chiffre d'affaires va reprendre, et de mettre en exergue, en fait, vos capacités de remboursement du PGE l'année prochaine. Puisque un PGE, vous avez 1 an, intérêt capital en franchise, et donc à partir des 1 an, vous pourrez rembourser totalement, ou après échelonner pendant 1 à 5 ans. Donc c'est vraiment un outil efficace dans cette période difficile. Et évidemment, il va falloir nous prouver, et c'est normal, que vous en avez besoin. Le PGE, ce n'est pas un prêt qui est fait pour financer autre chose qu'un report de règlement de charges, de BFR, ou des pertes. Il est là pour financer des pertes ou un report de PFR, mais il n'est pas là pour financer une acquisition d'entreprise. Je grossis le trait exprès, mais il n'est pas fait pour financer un rachat d'entreprise alors que l'entreprise va bien. C'est vraiment un outil pour soutenir nos entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en ce sens ? On en posera peut-être à la fin, parce qu'il Voilà. y en a d'autres qui vont arriver. Donc, vous avez compris, agir, c'est anticiper, c'est établir ces outils de suivi de gestion, mais c'est aussi, dès les premières apparitions, savoir se faire conseiller, ne pas rester seul, en fait. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter 2 institutions qui sont là pour vous conseiller au quotidien. Donc, Monsieur Boucli, donc, président du Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises, je vous laisse la parole. Et ensuite, je vous laisserai la parole, Monsieur Jean-Jacques Banafou, en tant que conseiller auprès du MEDEF. Voilà.
Monsieur Bouclier. Donc, pour éviter d'aller au tribunal de commerce, comme on vous l'a dit, d'être convoqué au tribunal, qui est toujours un peu stressant, il y a une autre solution, c'est de venir spontanément dans un CIP. Voilà. Alors, je vais vous présenter quelques slides sur le CIP. Si ça marche. Voilà. Alors, le CIP des Hauts-de-Seine fait partie d'un réseau CIP national qui existe depuis 1999. Là, on vous explique tous les gens qui en font partie, donc les experts comptables, commissaires aux comptes, les juges consulaires, les avocats, voilà. Et ensuite les chambres de commerce et les chambres de métiers et d'artisanat. Et ensuite, tout un tas d'autres gens qui sont venus qui sont des partenaires donc, du CIP. Alors, on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors, voilà l'objectif du CIP. Une plateforme d'accueil et d'assistance aux chefs d'entreprise en difficulté afin de dédramatiser l'accès du tribunal de commerce. Voilà. Je vous laisse lire. On va continuer. Donc le CIP national a un rôle un peu de supervision d'ensemble des CIP territoriaux. Et il y a en France 68 CIP territoriaux, pratiquement dans toute la France, dont le CIP 92 qui a été créé en 2017, fin 2017. Et donc qui se réunit à Nanterre. Et qui se réunit à Nantes. Alors, on va y venir après. Voilà. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Les CIP organisent des entretiens du jeudi, qui sont gratuits, confidentiels, et vous rencontrerez un expert comptable commissaire aux comptes, souvent les deux, un avocat et un juge honoraire du tribunal de commerce, et éventuellement un conseiller de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers. Donc le chef d'entreprise vient spontanément au CIP, il prend rendez-vous et il est reçu quelques jours après au CIP. Ce qui est important de dire, c'est qu'il est reçu par ces 3 personnes en même temps. En fait. Alors, donc il a... Voilà. Donc, ça vous dit où trouver votre CIP si vous êtes n'importe où en France. Mais comme on va venir au CIP 92, vous allez voir tout de suite les coordonnées. Alors le CIP 92, voilà. Mon membre fondateur, donc les magistrats consulaires de Nanterre, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats du barreau des Hauts-de-Seine, le centre de gestion agréé Picpus, la chambre des métiers et la chambre de commerce. Enfin, vous voyez qu'on a quand même des membres fondateurs qui ne sont pas n'importe qui, si j'ose dire. Alors, le CIP 92, donc constitué en avril 2017, inauguré par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2017, voilà. Et les entretiens se passent tout près d'ici, à Nanterre, dans les locaux du centre de gestion agréé Picpus, qui se trouve à 100 mètres du RER Nanterre-Préfecture. Donc c'est très pratique d'accès. On y vient sans être reconnu, on y vient de façon confidentielle, anonyme. Donc ce n'est pas du tout comme le tribunal où on est convoqué, où il faut passer par un huissier, etc. Donc là, c'est très discret. Et c'est ce qui plaît beaucoup aux patrons de PME, TPE, c'est qu'en fait, quand ils sont dans des difficultés, ils n'aiment pas trop que ça se sache partout, surtout pas du fisc ou de l'URSSAF ou autre chose. Donc ils sont contents de venir de façon confidentielle, anonyme, sans dire à tout le monde qu'ils ont des difficultés. Voilà. Alors vous voyez le numéro de téléphone auquel vous pouvez appeler, 47 25 91 21, qui est une ligne dédiée au CIP, et vous aurez quelqu'un qui vous répondra et qui vous fixera un rendez-vous le jeudi suivant
pour un entretien. Donc, Oui, de toute façon, toutes les coordonnées sont sur les papiers qui sont sur les tables. Oui, on a mis des plaquettes un peu On a mis des partout, en plaquettes, fait, voilà. donc vous pouvez prendre en partant. Alors, les autres partenaires du CIP, bon, ça c'est... alors, effectivement, on est en lien avec la Directe, le médiateur des entreprises, la Banque de France, voilà, le département des Hauts-de-Seine, le MEDEF. Voilà. Alors, on va continuer ça. Alors, voilà les principes essentiels de fonctionnement du CIP 92 qui sont assez importants. C'est une qualité d'écoute, loyauté évidemment, qualité d'écoute. C'est-à-dire que les gens qui sont là sont tous bénévoles, donc ils n'ont rien à faire valoir, ils n'ont pas d'intérêt à faire valoir, ils n'ont pas de business à défendre, ils sont là au service du chef d'entreprise qui vient. Oui, ils n'ont pas d'attente et ils ne vous donnent pas leur carte. Voilà. Ils sont vraiment là pour vous écouter et pour vous assister. Alors comme je dis, c'est confidentiel et même anonyme. À la limite, si vous voulez donner qu'un numéro de téléphone, c'est possible. Alors, effectivement, il est mieux d'apporter ces derniers comptes si on les a. On ne les a pas toujours, parce que si l'espace comptable n'a pas été payé, on ne les a pas. Mais enfin, si on a des comptes, il vaut mieux les apporter pour que les gens qui sont là puissent avoir une idée de la situation d'entreprise. C'est indépendant, impartial, voilà, désintéressé et bénévole. Donc, pour l'instant, on a à peu près une trentaine d'intervenants qui sont disponibles pour assurer les entretiens. On a près de 14 avocats, une dizaine de comptables et 6 ou 7 juges consulaires qui se relayent pour assurer les entretiens du jeudi. Et ce sont des gens donc, qui ont la compétence, parce qu'on a des avocats, souvent des jeunes avocats comme Ludivine, qui sont très compétents, qui connaissent bien tous les problèmes. Une seconde pour dire qu'à l'entretien de jeudi dernier, l'avocat qui était là, c'était l'ancien bâtonnier des Hauts-de-Seine. Voilà. Et tout ça pour une consultation gratuite quand même. Voilà. Donc, Et même souvent les gens sont étonnés, ah bon, c'est gratuit, quand ils voient que le bâtonnier ou qu'ils voient le responsable des experts comptables du 92, M. Teneroni, qui préside l'association des comptables du 92. Bon, donc c'est quand même pas des gens, c'est des gens compétents. Donc c'est quand même assez étonnant, enfin c'est toujours étonnant. C'est quand même assez étonnant de voir que tous ces gens-là viennent spontanément et bénévolement au CIP pour conseiller les entreprises en difficulté. Alors en plus, ils signent une charte d'éthique, parce qu'on pourrait croire que tous ces experts comptables et avocats profitent des CIP pour faire la publicité. En fait, non, parce qu'ils ont signé une charte d'éthique qui s'interdisent d'intervenir à titre personnel ou professionnel pour les entreprises qu'ils reçoivent. Donc, ça vous assure de leur parfaite impartialité et indépendance et désintéressement. Voilà. Alors ensuite, alors ça c'est peut-être pas pour vous. Alors le planning, ça c'est pour les intervenants. Les bureaux à 100 mètres de l'erreur en interpréfecture. Alors l'entretien, donc sans formalisme, mise en confiance des chefs d'entreprise. On voit ça souvent que les patrons de PME, TPE sont des gens assez isolés, assez seuls. Et la meilleure démonstration que l'on a, c'est que les entretiens sont prévus pour une demi-heure et souvent ils durent 3/4 d'heure, 1 heure. Même quelquefois on est obligé d'interrompre parce qu'il y a des gens qui attendent derrière. Mais les gens qui viennent sont en général contents de pouvoir s'exprimer, raconter leurs histoires et sans se sentir jugés, en sachant que tout ça restera entre personnes de confiance. Voilà. Donc l'idée c'est de les accueillir avec bienveillance, convivialité, pour établir un diagnostic de la procédure et trouver les solutions les mieux adaptées. Voilà. Donc c'est tout l'esprit du CIP, vous voyez, qui est très, très, très bienveillant, en fait. C'est le mot qui convient le mieux, c'est bienveillant. Donc voilà. On a même des chefs d'entreprise qui reviennent, qui veulent un second rendez-vous. Alors en principe, pour éviter de faire concurrence aux
aux professionnels de la comptabilité, on ne fait pas de suivi des entreprises, on ne les reconvoque pas, on ne fait pas de coaching, comme on dit maintenant. Mais par contre, si une entreprise veut revenir et reprendre un rendez-vous, il n'y a aucun problème, il sera reçu et accueilli. Donc, mais nous, volontairement, on ne fait pas de reconvocation pour des questions d'éthique, essentiellement. Mais par contre, on est en relation avec des associations de professionnels seniors qui s'appellent EG ou ECTI, qui peuvent intervenir pour aider les entreprises à terminer des documents comptables, à faire des études de marché, à faire de marketing. Ce sont des professionnels seniors, donc ce sont des retraités, donc, qui interviennent de façon aussi pas tout à fait gratuite, parce qu'il faut payer un forfait à la journée d'intervention, mais qui est d'un montant très faible. Donc on oriente quelquefois ça s'appelle ECTI et EG. Voilà. Alors ensuite, ça, c'est peut-être pas un peu trop complet. Donc, ces informations, vous allez les retrouver dans les plaquettes qu'on a tout un mis à tas disposition. d'organismes qui peuvent intervenir pour aider les entreprises en difficulté. Donc, le correspondant la Direct, l'URSSAF, le médiateur du crédit, le médiateur des entreprises. Il y a tout un tas de... Le CCSF, évidemment. Bon. Alors, évidemment, si vous voulez, le rôle du CIP, ce n'est pas de se substituer à ces gens-là, c'est au contraire de les orienter vers la meilleure solution. Parce que, fois, il existe beaucoup d'organismes, beaucoup de dispositifs divers. Et puis en plus maintenant, depuis le début de la crise, le subvention d'entreprise, il ne sait pas trop. Il ne connaît pas ces organismes, il ne sait pas trop où aller. Donc le rôle du CIP, c'est plus de faire un diagnostic précis de la situation, de voir l'origine des problèmes et de voir comment on peut y faire face. Et ensuite de le diriger vers le dispositif qui correspond le mieux à ces difficultés. Voilà. Alors on est aussi en relation avec, malheureusement, avec l'APESA, dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui est l'aide psychologique aux entreprises en souffrance aiguë, qui effectivement peut apporter un soutien psychologique aux chefs d'entreprise qui sont dans une phase difficile. Et donc, on leur propose des entretiens gratuits avec un psychologue, 5 consultations gratuites. Voilà. Donc, c'est quelque chose... et nous, on a orienté cette année plus 3 ou 4 personnes vers cet organisme APESA. Et en général, les retours sont excellents. Ils sont très bons, moi je vous confirme. J'ai aussi de mon côté fait appel à APESA et c'est très bénéfique. Et même actuellement, le gouvernement a pris un lien avec APESA et oriente aussi les gens en difficulté vers cet organisme APESA. Voilà. Et c'est terminé. Monsieur Jean-Jacques Bonnafou. Voilà. Donc, alors, ce qu'on regrette, c'est que le CIP, comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque c'est le seul organisme qui vous propose une triple compétence, expert comptable, juge et avocat, qui permet de répondre à toutes les questions possibles que se pose une entreprise. Que ce soit des problèmes de compta, évidemment, des problèmes de bail, des problèmes de personnel, savoir comment on accède au tribunal de commerce. Ça vous prépare un peu au tribunal s'il faut y aller. Donc c'est un organisme, c'est un dispositif qui est tout unique en France, je dirais, mais qui malheureusement n'est pas encore très connu. Bon. Donc c'est pour ça que j'ai mis quelques dépliants sur le CIP 92. Et aussi un dépliant fait par la Direct qui vous donne l'ensemble des dispositifs existants et sur lesquels vous trouverez les coordonnées du CIP 92. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a un potentiel important pour recueillir les entreprises, mais ce potentiel malheureusement n'est pas assez utilisé puisque on pourrait recevoir plus de gens. Donc, pour l'instant, on les reçoit, on est content de les recevoir, mais on pourrait faire plus. Et moi, en tant que responsable du CIP, j'enrage de voir que ce dispositif, qui est assez unique en son genre, n'est pas mieux connu. Donc je compte sur vous pour le faire connaître autour de vous. Voilà. Merci, monsieur Boucli. Monsieur Bonnafou.
Écoutez, je ne peux qu'approuver ce que vient de dire Francis, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ces consultations gratuites, les entrepreneurs qui sont venus jeudi dernier ont reçu les conseils de Maître Duvernois, je le répète, ancien bâtonnier des Hauts-de-Seine. Donc c'est quand même une organisation qui tient la route quand même. Moi, je suis le conseiller au MEDEF. Bon, je suis également bénévole. Et donc, je reçois des appels de sociétés adhérentes du MEDEF ou pas d'ailleurs. Naturellement, il s'agit essentiellement de PME et non pas de grosses sociétés. Mais je reçois les chefs d'entreprise qui se considèrent en difficulté. Et bon, mes interventions se font sur deux axes. Le premier, c'est d'essayer de déterminer quels sont les points chauds de la situation de l'entreprise en question. On y reviendra tout à l'heure. Et donc éventuellement aussi de les conseiller d'aller au CIP, puisque moi je ne suis qu'un ancien juge, mais le CIP, lui, a la possibilité de présenter un trio qui représente la comptabilité, l'avocat et le juge. Et deuxièmement, le chef d'entreprise en difficulté, c'est quand même un homme seul. Et effectivement, le travail de chef d'entreprise est très difficile, surtout pour les PME, car les compétences requises, outre celles du business dans lequel le chef d'entreprise évolue, sont très, très difficiles. Le droit du travail est compliqué, le droit commercial est compliqué, donc les procédures collectives au tribunal de commerce, c'est tout sauf simple également. Et donc, on comprend très bien qu'un chef d'entreprise a besoin d'être écouté. Et puis, j'ajouterais qu'en définitive, il y a un peu l'effet œil neuf. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui vient et qui est écouté et qui sait que tout ce qu'il dit sera discret, que rien ne sortira de cet entretien, a la possibilité d'expliquer ses états d'âme, ses difficultés, et de recueillir les avis, les conseils de quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le travail de tous les jours. Donc voilà un peu ce que je fais au MEDEF. Si vous avez des questions, je suis tout oui, comme on dit. Sinon, je repasse la parole à Maître Joigny. Merci, on pourra poser effectivement des questions à l'issue si vous le souhaitez. Donc après tous ces conseils éclairés, vous avez pu établir un premier bilan de vos difficultés qui peuvent être passagères ou structurelles, et vous allez pouvoir vous tourner vers les solutions les plus adaptées à votre situation. Donc on est plus dans la réaction. Sachez qu'il existe, donc on l'a vu tout à l'heure sur les slides de M. Boucli, des aides publiques. Vous pouvez saisir la CCSF, donc la commission des chefs de services financiers, pour obtenir des délais ou des remises de dettes fiscales et sociales. Donc il y a un dossier à déposer pour cette saisine de la CCSF. En revanche, il y a une condition, c'est d'être à jour de vos obligations déclaratives et de paiement de la part salariale, voilà, sur les cotisations sociales. Vous avez aussi la possibilité de saisir le CODEFI ou le CIRI. Alors le CIRI, c'est pour les grandes structures qui ont plus de 400 salariés, mais vous pouvez saisir le CODEFI pour obtenir des financements. Donc là, même chose, il y a tout un dossier à déposer complet, où on vous demandera votre situation actuelle et puis évidemment vos perspectives et les solutions à mettre en place pour trouver des solutions à vos difficultés passagères ou structurelles. Pensez aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, aux fonds régionaux. Donc on a la chance d'avoir la CCI et la CMA avec nous parmi nous sur cet événement. Vous avez des stands à l'extérieur, donc ils sont là aussi pour vous aider sur les possibilités de financement pendant cette période difficile, et pas seulement, pour aussi la création de votre entreprise. Autre donc personne à aller voir, votre partenaire financier indispensable si vous avez besoin donc de financement. Je vous laisse la parole, madame. Oui, on a un service qui s'appelle le service des affaires spéciales dans toutes les banques. En fait, c'est un service vraiment dédié pour les entreprises en difficulté. Souvent, les chefs d'entreprise ont un petit peu peur parce que
ça montre en fait qu'il y a des difficultés avérées. Il faut désacraliser en fait une entreprise qui a des difficultés. Tout le monde le sait, le banquier, les fournisseurs, les assureurs crédits. Et en fait, c'est un service vraiment dédié à l'entreprise. Ils vont s'occuper de vous quotidiennement. Ils vont vous mettre en relation avec des avocats, Avec des professionnels des du storytelling, tout à fait, professionnels et qui connaissent les codes. Et ça va vous permettre souvent de débloquer des situations et de les anticiper avant de rentrer dans des procédures, je dirais, collectives. Et là où souvent ça peut être trop tard, je vous encourage, quand un banquier vous propose de rencontrer ce service, au moins de faire un rendez-vous. Ça ressort souvent de façon positive et ça veut dire qu'en fait le chef d'entreprise a envie de trouver une solution. Donc vraiment, ne soyez pas bloqués quand un banquier vous propose de rencontrer ces personnes-là. Vraiment. Merci. Donc, à côté de ces demandes de financement ou de prêt, vous avez aussi, n'oubliez pas, pensez-y, on en a parlé rapidement tout à l'heure, votre compte client à recouvrer. Donc là, pareil, il faut être dans l'anticipation, parce que plus vous avez d'emprise sur votre client, plus ce sera plus facile pour vous de recouvrer l'argent. Si vous n'avez pas réussi à l'amiable, il y a 3 solutions possibles. Donc prenez attache avec votre conseil, votre avocat. 3 types de recouvrement judiciaire, 2 rapides, 1 moins rapide. Donc vous avez l'injonction de payer, je pense que vous avez entendu parler de ce terme, qui est en fait une procédure qui n'est pas contradictoire. Donc il faut déposer une requête auprès du tribunal compétent. On va bientôt arriver à un tribunal d'ailleurs compétent dématérialisé. Mais sur certaines conditions, il faut que votre créance client soit certaine, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas être contestée par le débiteur. Il faut qu'elle soit liquide, c'est-à-dire qu'on connaisse le montant précisément et qu'elle soit exigible, c'est-à-dire qu'elle soit échue, et donc qu'on n'est pas dans la prévision. Voilà, donc ça c'est une procédure extrêmement intéressante parce qu'elle est très rapide et peu coûteuse. Elle est gratuite devant les tribunaux judiciaires. Je crois que ça doit être à peu près 35 € devant le tribunal de commerce. Vous avez une décision qui est rendue plutôt dans le mois en fonction des tribunaux. Donc c'est très rapide. Si votre créancier ne fait pas opposition à cette injonction, votre débiteur, pardon, ne fait pas opposition à cette injonction, sachez que vous pouvez saisir l'huissier de justice qui pourra, lui, la faire exécuter et donc saisir, par exemple, le compte bancaire de votre débiteur. Donc, c'est vraiment une procédure très intéressante. Il y a 80% des injonctions de payer qui sont validées, autorisées. Vous avez également la procédure de référé provision, donc qui est une procédure contentieuse contradictoire. Vous devez là procéder par voie d'assignation, faire délivrer par voie d'huissier de justice, et vous saisissez le juge de l'évidence, qui est le juge des référés, qu'on appelle le juge de l'évidence. Ça veut dire que votre créance, là aussi, doit être incontestable. C'est une procédure qui est également rapide, mais qui nécessite que vous ayez effectivement aucune contestation possible de la part de votre débiteur. Si ça échoue, si l'injonction de payer a échoué, ou si vous ne remplissez pas les critères, vous avez la 3e solution qui est beaucoup plus longue, qui est l'assignation au fond, et qui donc, par voie d'assignation, qui peut là durer plusieurs mois, voire plusieurs années, qui ne sera donc pas la procédure qu'on vous conseillera dans le cadre d'une anticipation, mais qui sera nécessaire de faire si malheureusement vous avez quand même des créances clients à recouvrer. Peut-être que vous aviez une petite illustration à nous faire part, M. Bonafou, sur l'injonction de payer. J'ai dit tout à l'heure que les gens qui faisaient appel à nous, on essayait d'identifier quels étaient les problèmes. Et là, on est en train d'évoquer le cas d'un compte client qui est difficile à récupérer. J'ai eu cet incident il y a quelque temps déjà, d'une société dont le chef d'entreprise m'appelle en me disant « J'en sors plus, je vais déposer le bilan, aidez-moi ». Et je vous disais tout à l'heure qu'il faut identifier quels sont les problèmes. Le problème, c'était un compte client important qu'il n'arrivait pas à récupérer. Après avoir jeté un coup d'œil
sur effectivement les factures qu'il n'arrivait pas à récupérer. J'ai été amené à lui conseiller de consulter un avocat. Nous avons effectivement trouvé une avocate, plus précisément, de qualité, qui est allée en référé, a obtenu le paiement de la totalité du compte client en question et qui a ainsi sauvé cette entreprise. En fait, c'était une entreprise qui travaillait sur les foires, expositions, foires de Paris, etc. et qui a également, après coup, retrouvé un marché et qui se porte très bien. Donc il faut effectivement identifier les problèmes et, comme on le disait tout à l'heure, il faut s'adresser à des spécialistes, avocats en ce qui concerne le recouvrement d'un compte client. Ça, on ne peut pas y échapper. Il faut se faire aider. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chef d'entreprise ne peut pas tout savoir. Il ne peut pas être un expert en droit. Il ne peut pas être un expert en droit du travail. La responsabilité du chef d'entreprise est compliquée. Donc, il ne faut pas hésiter à lui conseiller de faire appel à un professionnel de qualité. Merci. Autre action en parallèle de tout cela, c'est la négociation avec vos créanciers, vos principaux partenaires. Et pour cela, donc, il y a 2 procédures dont on parlait tout à l'heure qui sont des procédures amiables, procédures de prévention, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation, qui sont donc des procédures judiciaires, mais qu'on appelle amiables, puisqu'en fait, ce sont 2 procédures où c'est le dirigeant qui va solliciter l'ouverture de cette procédure, contrairement aux procédures collectives où ça peut être le créancier au ministère public. Donc l'avantage, c'est que le dirigeant reste maître de la procédure. L'autre avantage, c'est que ce sont des procédures confidentielles qui ne sont pas publiées. Il existe donc, juste pour un petit rappel, les procédures donc, de prévention que je viens de vous expliquer, et puis les procédures du traitement des difficultés. Donc les procédures de traitement des difficultés, c'est les procédures que vous avez plus l'habitude d'entendre, donc redressement judiciaire, liquidation judiciaire, qui en fait donc se caractérise autour d'une notion juridico-comptable qui est la notion d'état de cessation des paiements. Donc on ne va pas aller dans le détail sur l'état de cessation des paiements aujourd'hui, mais l'état de cessation des paiements, c'est lorsque votre actif disponible ne permet plus de payer votre passif exigible. Donc pour pouvoir bénéficier des procédures dites de prévention, vous ne devez pas être en état de cessation des paiements, ou en tout cas pas plus de 45 jours pour la procédure de conciliation, d'où toujours la nécessité de vraiment anticiper. Par méconnaissance, les chefs d'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, ils ont peur d'aller devant le tribunal, ils pensent que c'est un échec. Ces procédures dites de prévention, ce sont des procédures qui sont très bénéfiques, qui ont permis de sauver plus d'emplois que les procédures collectives, le traitement des difficultés. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher d'un professionnel du restructuring. Je vous l'ai dit, donc elles ont l'avantage d'être confidentielles. Donc le dirigeant n'a pas l'obligation d'informer ses institutions représentatives du personnel, c'est important. Et le chef d'entreprise n'est pas dessaisi pendant la procédure. Elles vous permettent également, comme elles sont confidentielles, de sauvegarder l'image de votre société vis-à-vis donc de vos clients, de restaurer la confiance aussi de vos fournisseurs, de vos partenaires. Donc en cette période de crise, il faut aussi rappeler que les ordonnances gouvernementales qui ont été prises ont été très favorables à ces procédures de conciliation, dont les effets perdurent jusqu'au 31 décembre 2020. Donc il faut y aller, n'hésitez pas. Sur le tribunal de commerce de Nanterre, j'ai eu des chiffres vendredi. Au 31 août, il y avait une chute de 47% des procédures de traitement des difficultés, qui est due aussi au fait que pendant cette période, les créanciers ne pouvaient plus assigner. En revanche, on a bien travaillé sur la communication, puisqu'il y a eu deux fois plus de procédures de prévention qui ont été ouvertes. Donc, la procédure de mandat ad hoc, c'est une procédure très souple, très libre. Un mandataire ad hoc est désigné. Et le président du tribunal va délimiter sa mission et la durée de sa mission. À l'issue ou pas de cette procédure de mandat ad hoc, vous pouvez demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Donc là encore, un conciliateur va être désigné par le président. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que le conciliateur et le mandataire ad hoc peuvent être choisis par le chef d'entreprise.
Pour ouvrir une procédure de conciliation, on l'a dit, il ne faut pas être en état de cessation des paiements de plus de 45 jours. Et il faut que votre entreprise éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible. Donc là encore, on est dans l'anticipation puisque ça peut être prévisible. Donc la procédure, elle est simple. Vous déposez une requête auprès du président du tribunal compétent. Bien souvent, vous avez au préalable rencontré le conciliateur que vous souhaitez et vous avez mis en place avec lui une convention de mission et déterminé le montant de ses honoraires. Et donc la procédure de conciliation va durer 5 mois maximum. Il y a de nombreux avantages donc, de cette procédure, puisque en fait, vous allez pouvoir négocier avec vos créanciers et vos partenaires de manière confidentielle, mais sous l'égide quand même du tribunal. Et vos créanciers vont y trouver des avantages. Et c'est ce qui est intéressant. Et bien souvent, les créanciers, les partenaires et parfois même la banque invitent justement les chambres d'entreprise à se placer en conciliation parce qu'ils y trouvent eux aussi des avantages indispensables pour la conservation de la relation. Donc ça évite déjà que le chef d'entreprise ne soit placé en procédure collective. Alors, les créances sont gelées, c'est un petit peu plus compliqué pour les créanciers. Et ça leur donne un privilège qu'on appelle un privilège de new money. Si toutefois l'entreprise devait se trouver en redressement ou liquidation judiciaire, les créanciers qui auraient participé à la régularisation d'un protocole seraient privilégiés par rapport aux autres, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Les avantages de la conclusion d'un accord avec vos créanciers, vos partenaires, c'est la suspension ou l'interdiction de toute action en justice ou de poursuite individuelle. Ça protège également les co-obligés, les cautions. Le chef d'entreprise, souvent, vous êtes également porté caution, donc vous êtes protégé pendant toute la période du protocole. Et puis, donc, je l'ai dit, s'il y avait l'ouverture d'une procédure collective, ces créanciers seraient privilégiés. Est-ce que peut-être vous voulez dire quelques mots sur la procédure de prévention ? Vous avez dit presque tout. Donc, à l'issue du mandat ad hoc, il y a un accord qui n'est pas publié, qui reste donc entre les parties. Pour la conciliation, c'est pareil. L'accord il est visé par le président du tribunal, mais il reste confidentiel, non publié. Par contre, si l'accord est homologué par le tribunal, pas par le président, mais par le tribunal, donc il y a ces fameux privilèges de new money qui permet à ceux qui ont donné de l'argent d'être payés en priorité en cas de difficulté ultérieure. Voilà. Il y aura une publication effectivement du jugement, mais on ne saura pas le contenu du protocole en lui-même. Voilà, exactement. On sait que le jugement a été homologué, mais ça reste confidentiel. Voilà. Et alors effectivement, pour l'instant, le nouveau garde des Sceaux essaie de promouvoir au maximum ces procédures préventives de façon à éviter l'afflux de procédures collectives. Voilà. Et donc pour l'instant, il a lancé une mission flash ou mission prévention pour essayer de mieux faire connaître ces procédures et de voir si on peut les améliorer ou bien en rajouter d'autres. Voilà. Et cette mission a été confiée au président de la Conférence générale des juges consulaires, qui est un organisme qui couvre l'ensemble des tribunaux de commerce de France. Il y en a quand même 130 en France, un tribunal de commerce. Hein. Donc ce président de la conférence générale, qui va se faire aider, donc, est chargé de faire un rapport au garde des Sceaux pour le 20 décembre, où il fera des propositions pour améliorer la prévention, et en particulier ces procédures amiables, avant d'en arriver aux procédures collectives. Voilà. Donc on peut... Je sais pas si vous voulez... Alors, procédures collectives qui sont quand même assez, on va dire, traumatisantes. On a beaucoup de cas, d'exemples. En procédure collective, Ludivine a oublié une procédure qui est assez récente, qui s'appelle la sauvegarde. Oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de la sauvegarde, ni du rétablissement professionnel. Qui est plus récente, mais qui malheureusement n'a pas remporté un grand succès. Bon. Pour être en sauvegarde, il ne faut pas être en cessation des paiements. Pas du tout. Alors que pour le redressement, c'est moins de 45 jours. Et cette sauvegarde, il y a même maintenant des variantes qui s'appellent sauvegarde accélérée ou sauvegarde financière accélérée. Mais tout ça,
ça existe sur le papier, mais en réalité, je crois qu'il y a eu 2 sauvegardes accélérées en France en 2019. C'est ça. Donc ça n'a pas... Alors le législateur essaie de multiplier les procédures, mais malheureusement, elles n'ont pas de succès, elles ne sont pas connues. Et malheureusement aussi, les entreprises attendent trop longtemps. Quand ils viennent au tribunal, ils sont déjà en cessation des paiements, donc la sauvegarde ne leur est pas ouverte. C'est pour ça qu'il faut insister de plus en plus sur la nécessité d'anticiper au maximum, et plus on anticipe, plus la solution est facile. Et j'ajouterais qu'on constate franchement les procédures amiables. On a vraiment des très bonnes surprises en fait. Donc, moi, j'encourage vraiment de partir d'anticiper ces procédures. N'ayez pas peur. Parce que vos chances de vous en sortir sont bien plus importantes en fait. Oui, c'est 2 fois plus d'emplois sauvés quand même. Complètement. C'est pas négligeable. Et on en a régulièrement quand même. Et régulièrement, ces entreprises, on les retrouve donc dans nos centres d'affaires en gestion quand elles ont retrouvé une santé, un courant d'affaires. Même d'ailleurs, elles sont gérées chez nous. Au quotidien, sous l'égide donc des affaires spéciales, mais il arrive très souvent qu'elles s'en sortent complètement et qu'on sorte de ces plans à l'amiable. Donc vraiment anticiper. Il y a plus d'issues favorables et ça n'empêche pas à la limite après d'ouvrir une procédure collective, mais dans des meilleures conditions. Il y a un autre avantage de la conciliation qui est aussi celle de céder en fait votre entreprise. Vous pouvez passer par cette voie, ce qu'on appelle le pré-pack cession, pour organiser la cession de l'entreprise de manière confidentielle. C'est-à-dire que vous pouvez négocier dans des conditions idéales, puisque voilà, votre image n'est pas abîmée par l'ouverture d'une procédure collective. Donc c'est plus facile de céder au mieux l'entreprise. Voilà. Et j'ajouterais, j'ai un cas qu'on a eu vendredi. En fait, une entreprise l'année dernière qui faisait des pertes depuis 3 ans. On les a mis entre les mains du service des affaires spéciales et elle a été vendue vendredi. Et donc tout va bien. Donc malgré cette période quand même difficile. Donc j'encourage vraiment ces procédures. Voilà, je ne sais pas si vous avez Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je pense qu'on a fait le tour. Bon, eh bien, merci à tous. Et donc, nous vous invitons il y a d'autres ateliers donc pendant 3 jours. Soit vous vous inscrivez, soit vous venez directement sur place. Et puis, vous avez des consultations qui sont offertes d'une demi-heure, donc dans tous les domaines du droit, donc pas forcément en entreprise. Moi, je suis avocat en droit des affaires, entreprise en difficulté, mais j'ai parfois des questions qui sont un peu plus, par mon chef dirigeant, un peu plus aspects familiaux, comme un divorce, par exemple, qui arrive aussi, malheureusement. Donc là, voilà, vous avez des confrères qui peuvent vous renseigner dans tous les domaines du droit, donc n'hésitez pas à en profiter. Merci.